Burkina Faso veut s'inspirer de l'expérience malienne dans le domaine des mines. Une délégation burkinabé de haut niveau séjourne à Bamako. Dans ce sens, elle a été reçue ce matin par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katile. Octobre Rose, c'est parti depuis ce matin pour un mois d'information et de sensibilisation sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. L'initiative est entreprise par l'Office national de la santé et de la reproduction qui mène une lutte implacable contre cette maladie. Match amical international Mali-Ouganda, c'est ce vendredi à 19h au stade du 26 mars. Occasion pour le sélectionneur Eric Sekouchel de tester d'autres automatismes. Merci et bienvenue dans ce journal. La journée internationale de la fille a été célébrée hier 11 octobre. Cette journée est observée chaque année depuis 2012, différemment du thème mondial. Et compte tenu de la situation du pays, le Mali a choisi le thème pour la refondation du Mali. Les filles comptent. Les autorités maliennes veulent donc accorder plus d'attention aux filles afin qu'elles bénéficient de leurs droits. Khadija Toukone. Au Mali, le thème retenu pour cette édition relative à la célébration de la Journée internationale de la jeune fille est « Pour la refondation du Mali, les filles comptent ». Cette célébration vise à mettre en lumière les besoins des filles afin de trouver des voies et moyens pour y faire face. Cette action leur permettra de jouer pleinement leur rôle dans le Mali Koura. En impliquant les filles dans la refondation du Mali, elles peuvent apporter de plus à notre société. Il faut vraiment penser à les intégrer dans les prises de décision car les femmes aujourd'hui, ce sont des personnes avec un esprit prospectif et je pense que des femmes dans la société malienne pourront avoir un meilleur Mali, un Mali nouveau et voilà. Les défis sont énormes, c'est pourquoi le Mali, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, a mis un accent particulier sur la place prépondérante que les jeunes filles peuvent jouer. Une action appréciée par le Parlement des enfants. Il est important de saluer les efforts consentis par le gouvernement, à savoir le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi que l'ensemble des membres de son gouvernement. Et dans le souci de faire face aux inégalités dont sont victimes les filles, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et tous ses partenaires travaillent main dans la main pour soutenir les droits des jeunes filles. C'est pour marquer davantage notre attachement à la sauvegarde des droits des filles et à leur rôle dans la refondation de l'État que mon département a décidé cette année de consacrer une semaine entière à la célébration de cette activité. Cette semaine est appelée la semaine des filles de la refondation. Elle consistera à organiser des activités socio-éducatives, des conférences débats, des remises de kits en vivre et en non-vivre aux filles des familles déplacées, d'échanger sur l'autonomisation des filles en situation difficile, de faire des communications médiatisées sur des thèmes fondés, entre autres, sur les valeurs socio-culturelles avec et par les filles à Bamako et dans les autres régions du Mali pour mieux s'approprier du processus de refondation. Nous avons aussi vu la prestation des jeunes filles qui sont pleinement conscientes de leur place et de leur rôle. Nous avons aussi pu voir des jeunes filles battantes à tous les niveaux et qui aujourd'hui ont gagné leur place dans cette société. Et je pense que cette semaine va être riche justement en événements pour qu'au bout, la jeune fille trouve pleinement sa place en termes de prise de conscience dans le processus de refondation qui est en cours. Malgré les avancées, les statistiques ne sont pas reluisantes au Mali. Malgré les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires, il existe toujours des défis. 14% des filles âgées de 15 à 19 ans étaient mariées avant l'âge de 15 ans, alors que pour les garçons, c'était 0%. L'anémie qui touche encore 63% des femmes et adolescentes du Mali. La crise actuelle que nous vivons au Mali affecte 7,2 millions de personnes, dont 50% sont des femmes et des filles. Le 11 octobre permet de mettre les filles au devant de la scène pour faire entendre leur voix. Cette célébration permet aussi d'encourager les responsables gouvernementaux, les décideurs politiques et les parties prenantes en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base aux filles. Le chantier de la refondation est vaste. Il constitue pour les enfants, notamment pour les filles,
une opportunité à saisir et non seulement amener les populations en général et les enfants en particulier à rompre avec les mauvaises pratiques et les mauvais comportements du passé, mais aussi à promouvoir l'excellence, la transparence, la bonne gouvernance, les valeurs sociétales et républicaines à travers le respect des principes de droit, de bonnes règles de conduite qui gouvernent notre État, notre société. Chères filles, je voudrais vous rassurer de l'engagement constant de la haute direction du pays pour réaliser à la satisfaction de nos enfants tout ce qu'il faut pour eux pour pouvoir s'épanouir. Le Mali traverse une crise multidimensionnelle qui touche énormément les femmes et les enfants. Le président du Parlement des enfants a saisi cette occasion pour lancer un cri de cœur pour que tous les enfants du Mali puissent bénéficier du droit à l'éducation avant de remettre au chef du gouvernement un document qui rassemble leurs plaidoyers. Les filles, futures mamans, ont promis leur engagement aux autorités à travers des messages, des poèmes et des sketchs. Nous sommes là, soudés dans les droits des filles. Nous sommes là, soudés dans les droits des filles. Les discussions sont en cours à Moscou entre la délégation malienne de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances et les partenaires russes. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la recherche, l'exploitation minière, les questions énergétiques et l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Un mémorandum d'entente a été signé dans le domaine minier, tandis que d'autres signatures sont attendues dans les prochains jours. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux au cours de cette édition à Moscou, Brema Koulibaly et Yaya Konaté. Les travaux de l'atelier d'immersion des membres de la commission santé du CNT ont démarré ce matin au CICB. Cette rencontre permettra aux deux entités, le CNT et la CANAM, d'approfondir la réflexion pour l'adoption définitive du régime d'assurance maladie universelle. Youssouf Diakité. Cette journée d'échange se veut une opportunité pour la Commission Santé et Développement Social du CNT et la CANAM de passer à la loupe le processus d'adoption du régime d'assurance maladie universelle RAMI. En d'autres termes, l'assurance maladie obligatoire devient le régime d'assurance maladie universelle RAMI. Il y a environ 2 millions de personnes qui sont. On est combien au Mali aujourd'hui? Et tous ceux qui ne sont pas pris en charge et que l'État contribue à gauche et à droite, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens? Alors que la santé est un droit universel. C'est en ce moment qu'on a décidé de réunir tous ces régimes et les indigents vont venir, les secteurs informels vont être organisés qui vont venir pour qu'on puisse avoir un régime unique et essayer de prendre l'ensemble de la population dans la prise en charge de l'assurance. Il ressort qu'il y a un certain nombre de textes réglementaires devant être votés pour l'opérationnalisation définitive du RAMI. Le régime d'assurance maladie universelle vise à faire disparaître les discriminations vis-à-vis des prestations et de la prise en charge des patients. Au total, il y a 12 textes comme ça qu'il faut vraiment mettre en application pour l'effectivité même du régime d'assurance maladie universelle. Ceci constituera un ouf de soulagement pour l'ensemble de la population malienne une fois le régime d'assurance maladie universelle adopté définitivement. Je vous l'annonçais au début de ce journal, une délégation de haut niveau dépêchée par le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a été reçue ce matin par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La délégation est venue prendre conseil auprès de cette institution dans le cadre des réformes prévues dans le secteur des mines au Burkina Faso. Les visiteurs du jour n'ont pas caché leur satisfaction à leur sortie d'audience. Mamari Kone. C'est une délégation de haut niveau comprenant 2 conseillers spéciaux du président de la transition du Burkina Faso et certains responsables du ministère en charge des mines qui est reçu par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel.
la délégation est venue s'imprégner de l'expérience malienne en matière de réformes minières. Vous savez que le Burkina Faso et le Mali, qui sont deux pays frères, sont actuellement dans un régime de transition. Et les périodes de transition sont les périodes où on peut donc faire passer les réformes. Donc c'était que nous puissions lors de ce voyage capitaliser tout ce qu'il y a comme expérience au niveau du Mali dans l'organisation de ce sous-secteur depuis la phase de la production jusqu'à la phase de commercialisation, implémenter ça chez nous. Pourquoi pas demain que le Mali puisse venir également voir ce qui est fait au Burkina. En visite au Mali depuis quelques jours, la délégation a déjà rencontré les cabinets du ministère des Mines ainsi que la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali. Depuis notre arrivée, toutes les séances de travail qu'on a eues jusqu'à ce jour et qui doivent également continuer, il faut dire qu'on a été émerveillés par la forme d'organisation du sous-secteur de l'artisanat minier au niveau du Mali. À l'agenda de cette visite de la délégation du Burkina Faso sont prévues des rencontres avec d'autres acteurs du secteur des mines au Mali. Octobre Rose, c'est parti depuis ce matin pour un mois d'information et de sensibilisation sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. L'initiative est entreprise par l'Office national de la santé et de la reproduction qui mène une lutte sans réserve contre cette maladie. La cérémonie de lancement a eu lieu à Bolibana, en commune 3 du district de Bamako. Elle était présidée par le ministre de la Santé et du Développement social en présence de la marraine du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Awadit Kamara. Vous pouvez nous excuser, donc c'est confidentiel. Dépister les cancers féminins, à savoir celui du sein et du col de l'utérus, est simple. Il suffit de vous rendre dans une structure de santé. Le test est rapide et efficace. Le mois d'octobre vous offre cette opportunité. Oui, alhamdulillah, ka maga shun bɛɛ la k'o lajɛ a ma foyi ma ye na a tilala ka wolonugu da fana lajɛ foyi ma y'o fana la mais a ko n ka segin ka na kalo 6 tuguni a b'a lajɛ donc ni fɛn ma y'a la ko san kelen fana k'a bɛ tila k'a lajɛli kɛ. Si Founé a su prendre les taureaux par les cornes, Kadiatou est une guerrière. Sexagénaire, elle vit avec cette maladie durant près d'une dizaine d'années. Ne sintigara cancer la ne bɛ wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la tuma min na solution tun t'a la tigɛli kɔ parce que ma wuli joona. Ne somɔgɔw ne denw ne furukɛ olu de ne dɛmɛ n ka furakɛli la ka tila k'an soutenir fana n kɔni b'a dɔn bana nɔgɔ kɔni tɛ mais ala ni n ka dɔgɔtɔrɔ a ka timinandiya a ye n nɛgɛn fo n ka sɔn ka taa o fana opération kɛ hôpital du Mali la donc ne ye cancer kɛ siɲɛ 2 wa n y'a furakɛli bɛɛ kɛ yan ne ma taa yɔrɔ si. Les cancers féminins sont toujours d'actualité au Mali. Pour la seule année de 2020, notre pays a enregistré plus de 1070 cas de cancer féminin, dont 255 cancers du col de l'utérus. Ces chiffres nous rappellent que le cancer du col de l'utérus demeure un problème majeur de santé publique. Il représente la première cause de la mortalité chez les femmes d'une 50aine d'années et la deuxième cause aussi après la mortalité maternelle chez la jeune femme et la multiparle. Quant au cancer du sein, s'il est pris en charge à temps, il peut être guéri dans 8 cas sur 10. Par contre, détecté à un stade avancé, le taux de survie n'est plus que de 26%. Pour pallier cela, les autorités travaillent âprement. À titre d'exemple, des campagnes de sensibilisation sont organisées. Celle lancée ce 12 octobre est initiée par l'Office national de la santé et de la reproduction, l'ONASR et ses partenaires. La campagne de cette année vise à faire le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus chez 130 000 femmes, assurer le traitement des lésions précancéreuses pour prévenir leur évolution en cancer, assurer un traitement efficace en référant les cas confirmés des cancers du sein et du col utérin vers le CHU du Point G. Rendre disponibles et accessibles les médicaments anticancéreux et les examens biologiques et radiologiques. Médecins sans frontières et des structures nationales comme Solidaris 223 soutiennent les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce mal.
Le 21, nous avons une conférence qui portera sur le thème du rôle et de la place de la radiothérapie dans le traitement du cancer. En plus de ça, nous allons organiser des causeries débats dans les universités, dans les baronnies des femmes. Nous avons contribué à dépister plus de 260 000 femmes de cancer du col et du sein. 1456 ont été diagnostiqués positifs, col et sein. 815 ont eu des séances de chimiothérapie col et sein. 332 ont été opérés col et sein. Et 13 932 ont eu des soins de support et soins palliatifs. À noter que Touré Lobo Traoré, ancienne première dame, marraine du mois de la solidarité, s'engage à soutenir les femmes vivant avec les cancers afin de réduire drastiquement le taux. Conférence débat à la Cité des enfants à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la fille. 2 membres du gouvernement étaient présents à cette rencontre d'échange intergénérationnel sur la refondation du Mali. Daouda Kone. L'hymne national du Mali, entonné en Bamanankan, annonce ainsi les couleurs de cette cérémonie. Il s'agit de la conférence débat sur la refondation de l'État qui s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine de la fille. L'objectif est d'échanger avec les filles sur le rôle qu'elles doivent jouer dans la refondation de l'État. Chères filles, chers enfants, comprenez que nous avons avec nous aujourd'hui des grands-mères, des mères qui veulent bien partager avec nous leur expérience de l'histoire du Mali, mais leur expérience par rapport à la construction même du Mali. Je voudrais que vous soyez attentifs à tout ce qu'elles vous diront, parce que cela contribuera à votre construction en tant que femme de demain. Favoriser un dialogue intergénérationnel, c'est bien dans cette dynamique qu'ils sont mobilisés. Pendant les 63 ans de notre indépendance, vous avez vu que la femme a trimé, la jeune fille a souffert. Nous l'avons laissée en rade. Elle a été mise de côté. Sa place a été réduite. Mais est-ce que ça n'a pas joué sur le devenir du Mali? Oui, en 2012, le Mali est tombé. Le bon ordre des choses serait de redonner à la fille et à la femme leur place. Et certainement qu'avec elle, le Mali va se redresser. Le Mali va se refonder. Nous allons bâtir le Mali Koura. Occasion, au cours de cette cérémonie, de procéder à une remise de documents à la Fondation Femmes d'Afrique Mémorial de Rufisque, FAC-MR, pour une plus grande implication des femmes dans le processus de la refondation de l'État. Les documents sont relatifs au rapport final des Assises nationales de la refondation et du cadre stratégique de la refondation de l'État. La première édition de la conférence annuelle internationale de la Fondation Twindi a débuté aujourd'hui, dénommée Marca 23. Elle est bien plus qu'une simple rencontre. C'est une véritable célébration de l'innovation et du progrès, notamment dans la lutte contre la désinformation. Thème choisi pour cette année. Awa Adama Koulibaly. La toile est inondée. Les réseaux sociaux en sont les relais. Le phénomène de la désinformation serait-il en passe de remplacer le journalisme? C'est pourquoi 30 acteurs du monde des médias entament des séances intensives sur la question. Ces journalistes vont participer à des débats de très haut niveau qui traitent des sujets, notamment sur les questions de la désinformation, son impact sur la gouvernance, les élections, son impact sur la société, donc ces formes de manifestation, mais aussi les autres méthodes qui peuvent exister pour permettre de lutter et de freiner la désinformation, que ce soit en termes d'outils techniques et également en termes de stratégie. En renforçant la promotion de l'information fiable, ce cadre contribuera à rétablir la confiance entre les citoyens et les médias. Pour atteindre ce résultat, l'éthique et la déontologie doivent être les unités de mesure des productions médiatiques. Il n'est de la position d'aucun gouvernement ici au Mali de brider l'information ou de limiter la liberté d'expression. Non. Dites tout, critiquez, mais critiquez sainement.
La désinformation est abjecte, c'est extrêmement dangereux. Il faut l'éviter à tout bout de champ. Rien ne doit vous amener à écrire des contre-vérités pour faire du mal ou pour être au service du mal. Je voudrais saluer ici la Fondation Frédéric Chébert, grand compagnon de la démocratie et de la liberté de la presse au Mali. Durant ces 2 jours, les acteurs concernés vont partager l'expérience de ceux du Bénin, de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Cela pour une meilleure stratégie avec des initiatives réussies dans la lutte contre la désinformation. Dans le cadre de la célébration du mois d'octobre, mois consacré à l'urbain, le département en charge de l'urbanisme a organisé une conférence de débat dans les locaux de la mairie de Sangaré-Bougou pour davantage sensibiliser les communautés à travers des panels sur les modes d'attribution des terrains, la loi domaniale et les opérations d'urbanisme. C'est en présence du ministre en charge de l'urbanisme, Aliou Abdoulaye Touré. Pour une meilleure compréhension du mode d'attribution des terrains, la loi domaniale et les opérations d'urbanisme, que le département chargé de l'habitat a initié cette session de sensibilisation à l'endroit des populations de la commune de Sangaré-Bougou. Si aujourd'hui, on a un ministre qui prend l'initiative de descendre jusqu'au niveau des collectivités de base avec des experts appropriés pour expliquer de long en large ces processus. Les nouvelles règles d'orientation adoptées en 2020 est une très bonne chose et c'est un label pour nous, Sangaré-Bougou. Le ministre de l'Urbanisme estime pour sa part que cette rencontre permettra d'avoir une meilleure compréhension entre les responsables des collectivités et les populations sur des questions foncières. Je suis convaincu que cette rencontre va contribuer à une plateforme d'apprentissage et d'échange de bonnes pratiques visant à promouvoir l'urbanisation durable. Ces thèmes qui ont été choisis sont d'une importance capitale pour la compréhension des autorités des collectivités territoriales et aussi des citoyens, des usagers. Et le ministre de conclure que les contributions issues de cette journée d'échange seront mises à profit dans le cadre de l'élaboration des différentes politiques et textes réglementaires. Donner à la ville de Bamako sa coquetterie d'antan, c'est l'une des aspirations du ministère en charge de l'urbanisme à travers l'Observatoire national des villes. Pour atteindre cet objectif, la structure a lancé ce matin un concours d'assainissement entre les communes de Bamako et la commune rurale de Kalabankoro, une initiative soutenue par l'ambassade bien sûr de la République populaire de Chine au Mali. Mariam Koulibaly. C'est pour aider à assainir la ville de Bamako que ce concours pour l'amélioration du cadre de vie entre les communes du district de Bamako et Kalabankoro est initié. Il s'agira, au bout de 4 mois, de choisir la commune qui arrivera à se relooker selon les différents critères. Elles seront évaluées essentiellement sur le curage des caniveaux, sur un certain nombre de mètres linéaires que nous avons dégagés, sur la libération des places urbaines, les espaces publics, les espaces verts et les servitudes de passage sur le long des grandes voies qu'on appelle les voies métropolitaines. Et ensuite sur le ramassage des ordures ménagères. Cette initiative innovante entend s'appuyer sur la sensibilisation à la faveur d'un changement de comportement. L'Observatoire national des villes est accompagné dans sa démarche par l'ambassade de Chine au Mali. L'amélioration du cadre de vie ne dépend pas seulement du gouvernement et des autorités urbaines, mais nécessite également la participation de tous les habitants. Comme dit un adage chinois, la protection de l'environnement est la responsabilité de chacun. Jadis appelée Bamako la coquette, aujourd'hui la ville de Bamako n'est plus que l'ombre de son propre ombre. Cette situation qui interpelle tous les acteurs du district se caractérise par une insalubrité sans précédent. Ce phénomène doit être circonscrit de façon durable et dans les meilleurs délais afin que notre capitale retrouve son lustre d'antan. La cérémonie a pris fin par la remise de matériel sanitaire aux communes concernées par le dit concours.
Des discussions sont en cours à Moscou entre la délégation malienne de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances et les partenaires russes. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la recherche de l'exploitation minière, les questions énergétiques et l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Un mémorandum d'entente a été signé dans le domaine minier, tandis que d'autres signatures sont attendues dans les prochains jours. Envoyés spéciaux à Moscou, Brema Koulibaly et Yaya Konaté. Cette signature et cet échange de documents ouvrent désormais la voie de la recherche de l'exploitation minière au Mali pour une des filiales du géant russe du nucléaire. Uranium One Group est en effet une filiale de la société d'État Rosatom avec laquelle le Mali s'offre ainsi à travers cette signature un cadre de partenariat dans le domaine minier. Je pense que là, ça nous offre une grande opportunité de pouvoir disposer de moyens pour mener des exploitations, des recherches et aussi réaliser des exploitations minières autour de certaines substances stratégiques, mais aussi faire en sorte que notre secteur minier puisse se disposer de moyens et pour renforcer par exemple les entreprises maliennes dans le cadre du contenu local. Nous avons pu signer cet accord aujourd'hui qui va nous permettre d'avoir cette société russe qui va venir avec la société malienne et Sorem pour l'exploitation des substances stratégiques au Mali. Je rappelle que tout cela intervient dans le contexte de changement de code minier au Mali qui intègre essentiellement le transfert des compétences, la transformation de tous les produits sur le territoire du Mali, toutes choses qui font que le code minier aujourd'hui va être un code de développement. Si les attentes sont grandes aujourd'hui par rapport aux ressources minières au Mali, elles ne le sont pas moins dans le secteur de l'énergie. Qu'il s'agisse d'énergie renouvelable, de barrages hydroélectriques ou de nucléaire, la société russe Rosatom dispose d'une grande expertise qu'elle est prête à mettre au service du Mali. Nous sommes avancés sur deux sujets majeurs avec eux. Le premier sujet, il s'agit de signer un mémorandum d'entente pour qu'ils viennent nous aider à installer tout ce qui est énergie renouvelable au Mali. Nous avons rappelé tous les projets que nous avons en cours, tout le potentiel que le Mali a en matière d'énergie renouvelable, que ce soit l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique ou l'énergie solaire. Donc je pense que dans les 48 heures, nous allons signer un MOU, ce qui a été convenu pour leur permettre de venir mettre en place toutes ces unités afin que le Mali puisse être autosuffisant sur le plan énergétique. Nous avons également évoqué avec eux le sujet de l'énergie atomique et je pense que les discussions vont se poursuivre et également dans les 48 heures, nous comptons signer un MOU leur permettant de venir évaluer et de nous permettre d'avoir accès à l'énergie atomique. De coopération énergétique et de perspectives en la matière à l'échelle du continent africain, il en a été justement question au cours d'un des panels de la semaine russe de l'énergie. Parmi les invités, aux côtés du ministre russe de l'énergie, 3 ministres africains en charge du secteur, dont celui du Mali. Madame Bintou Kamara a évoqué les potentialités, mais aussi les difficultés que notre pays rencontre actuellement en matière d'énergie. Notre puissance maximale actuellement n'atteint pas 500 MW. On est dans les 480 en 2023 contre une demande de 530. Donc uniquement en 2023, nous avons un déficit de plus de 50 MW. Donc pour relever ces défis, le Mali a besoin et invite les entreprises russes à explorer les opportunités de coopération dans le cadre d'un partenariat public-public, dans le cadre d'un partenariat public-privé aussi. Pendant une heure d'échange, le panel a évoqué essentiellement les besoins du continent et les réponses que les sociétés et entreprises russes entendent y apporter. Des échanges qui se sont poursuivis pour ce qui concerne le Mali au cours d'une rencontre entre le ministre de l'Énergie et de l'Eau et son homologue de Russie. C'est surtout pour montrer le renforcement de notre coopération, de la coopération entre les deux pays. Je pense que la rencontre, le but de la rencontre, c'est surtout ça. Le deuxième but, c'est surtout de voir particulièrement ce dont le Mali a besoin en urgence au niveau énergétique. Et l'urgence, c'est vraiment les hydrocarbures. Parce que même si les projets se réalisent, il faut quand même un minimum de 2 ans pour qu'un premier projet puisse se réaliser. En attendant, il faut faire fonctionner les centrales qui existent et qui fonctionnent surtout au thermique.
Donc le besoin en hydrocarbures est vraiment crucial et urgent. D'approvisionnement du pays en hydrocarbures, il en a été justement question au cours de la rencontre que la délégation malienne a eue avec 7 autres sociétés russes prêtes aujourd'hui à fournir du carburant à notre pays à des coûts abordables en éliminant l'ensemble des intermédiaires. Nous avons discuté avec la société Dimex et je rappelle que cette société est celle qui fournit la plupart de tous les traders qui vendent aux sociétés maliennes aujourd'hui. Donc en arrivant à éliminer donc, les traders et en achetant toute la quantité avec la même société, nous arrivons donc à réduire considérablement les coûts et à permettre un approvisionnement régulier du Mali. Donc demain, nous allons signer un document sur cette base. Qu'il s'agisse d'énergie, de mines ou d'hydrocarbures, les rencontres du jour ont ouvert de belles perspectives pour notre pays. Les parties russes et maliennes ont dans tous les cas convenu de poursuivre les discussions dans le but d'avancer rapidement sur les différents sujets abordés. Ouverture ce matin ici à Bamako des travaux de l'atelier d'évaluation du respect du code de bonne conduite des candidats et des partis politiques en période électorale. Il s'agit d'approfondir la réflexion sur ces sujets en vue de l'apaisement du climat social. L'atelier est organisé par le CMDID en partenariat avec l'EJ et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nouhoum Sissoko. Depuis 2020, le Mali est engagé dans un processus de réformes politiques et institutionnelles. Dans ce contexte, une relecture du Code de bonne conduite s'avère indispensable afin de contribuer à un processus électoral régulier, crédible et apaisé. D'où la tenue de cet atelier d'évaluation pour réfléchir sur le respect du Code de bonne conduite des candidats et des partis politiques en vue de l'apaisement du climat social et du processus électoral. Aujourd'hui, il s'agit de se retrouver pour analyser nos actes, les évaluer afin de tirer les leçons de réussite, celles des échecs en matière de respect du code de bonne conduite des candidats et des partis politiques lors de l'élection présidentielle de 2018 et les élections législatives de 2020 au Mali. Le code de bonne conduite est en quelque sorte un engagement moral entre les candidats et les partis politiques qui visent à respecter les règles établies grâce à des lignes directives égales pour tous comme la loi électorale. Cet atelier permet de se pencher sur les forces et les faiblesses du code, de repenser les innovations de la nouvelle loi électorale et de passer en revue les rapports d'observation de la COSEM de 2018 et 2020. Avec les réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires engagées par les autorités maliennes, il est impératif de relire ce code de bonne conduite afin de l'améliorer et qu'il puisse contribuer à la tenue d'un processus électoral apaisé et sans violence aucune. Cette activité est organisée par le CMDID, Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, en partenariat avec l'EJ, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le NDI et ses partenaires techniques et financiers. Un tour à l'intérieur du pays, 40 tonnes de mil pour les fractions en difficulté dans la région de Tombouctou, un geste du chef de l'exécutif régional qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cette 28e édition de la célébration du mois de la solidarité s'est tenue avec toutes ses prouesses à Tombouctou. La cérémonie de lancement placée sous la présidence du chef de l'exécutif régional a mobilisé les communautés dans toutes leurs composantes. La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Koura est le thème de la présente édition parrainée par Amadoun Fall Dianka, directeur des impôts des grandes entreprises. Il s'investit dans plusieurs activités de développement socio-économique, notamment dans sa ville natale de Léré et dans plusieurs autres localités. C'est l'occasion pour lui, tout au long de ce mois, de partager avec les populations vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les personnes démunies, les rescapés, les réfugiés, les déplacés, etc. 4 semaines thématiques sont consacrées respectivement au cours du mois, à savoir la semaine des personnes âgées, celle de la femme et de l'enfant, la semaine des personnes handicapées et celle dédiée à la jeunesse, l'emploi et l'entrepreneuriat. Plusieurs donations en faveur des veuves, élèves et les personnes en situation de handicap ont également marqué cette cérémonie à travers la remise de tricycles à moteur. Pour relever les défis du thème retenu, je vous invite tous à redoubler d'efforts
en mettant au cœur de votre quotidien la solidarité avec les personnes démunies, celles vulnérables et en situation de handicap et les personnes âgées. C'est par une visite aux personnes les plus âgées. Il s'agit de Anitalla Ayralla 105 ans, 3e édition, dont la réhabilitation du domicile a été financée par le colonel Assimi Goïta. Et enfin, Souke Walet Bilal Keïna, 115 ans, tous à Tombouctouville, que la cérémonie de lancement a pris fin. En 3e région, redonner le sourire, mais aussi de l'espoir à des compatriotes en situation de vulnérabilité. Telle est la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il vient, dans le cadre de ses œuvres sociales, de faire don d'une importante quantité de vivres aux populations civiles et aux veuves des militaires de Sikasso. Compte rendu Sékou Konaté. 100 kits alimentaires composés de sacs de riz, de mil, de bidons d'huile et de pâtes alimentaires pour 100 familles civiles vulnérables et 100 autres et des kits scolaires pour les veuves et orphelins des militaires. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, par ce geste, veut apporter à ses bénéficiaires toute l'attention de la première institution dans le cadre de ses œuvres sociales en ce début du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, 28e édition. C'est venir un peu manifester notre solidarité, la solidarité du président de la transition envers toutes les couches du Mali en général et les couches démunies en particulier. Les œuvres sociales englobent beaucoup de choses. Il y a des fourrages, il y a des ambulances qui ont été données, il y a des médicaments qui ont été donnés. Nous allons continuer dans cette lancée. Du Kanthiéba, première étape de cette journée de donation au gouvernorat des régions qui ont successivement accueilli ces actions de solidarité, les bénéficiaires ont eu du mal à contenir leurs émotions. Les mots nous manquent pour exprimer au président Assimi toute notre reconnaissance et notre gratitude pour tout ce qu'il fait pour les veuves et les orphelins des militaires. Puisse Dieu l'assister dans ses actions. L'engagement du président envers le bien-être de notre communauté inspire l'espoir et renforce la solidarité qui nous unit, qui se manifeste dans la sécurité alimentaire renforcée, la réduction des vulnérabilités et la lueur d'espoir qu'il apporte aux bénéficiaires. Ces gestes généreux contribuent à édifier une communauté plus résiliente et unie. Ces œuvres sociales qui couvrent nombre de domaines des services sociaux de base et le bien-être des populations demeurent et demeureront au cœur des actions présidentielles. Dans le cadre du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, certaines familles militaires viennent de bénéficier des kits scolaires, des vivres et de médicaments. Le geste est une initiative du département de la santé et du développement social à travers la Fondation pour la solidarité. Dans la même mouvance, le ministre de la Santé et du développement social a rendu visite à un ancien combattant. Il s'agit de Seydou Sidibé, ex-caporal-chef de la garde républicaine. Aridju Matina. El Hadj Seydou Sidibé, ex-caporal-chef de la garde républicaine, numéro matricule 6159, est né vers 1930 à Sogongo, dans la région de Kita. En ce mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'ex-caporal-chef de la garde républicaine, incorporé dans l'armée coloniale française en 1951, reçoit la visite de la ministre de la Santé et du Développement social. D'abord, le mois de la solidarité et la lutte contre l'exclusion. Semaine où les balles, en quel cas d'aucun macro kama. Jamana yere tableau d'oriouye. Ame macro bougné. Kadouka ou nous fait. Quand nous fait au kadouka ke jamanae. Al sala kaduma jamana baski. Âgé de 94 ans, l'ancien combattant a fait valoir ses droits à la retraite en 1987. Malgré le poids de l'âge, il garde encore sa lucidité et n'a pas manqué de faire des bénédictions pour le pays. Madame le ministre, merci. Vraiment, au nom de la famille Sidibé, je vous demande de transmettre nos remerciements et notre reconnaissance à l'endroit des plus hautes autorités. Le caporal-chef à la retraite, El Hadj Seydou Sidibé, a servi pendant 36 ans son pays.
et a obtenu la médaille commémorative des campagnes en 1988. Il vit avec son épouse Penda Sidibé à Manyambougou et est père de 16 enfants et plusieurs petits-enfants. Autre lieu pour magnifier davantage le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Ici, le département de la santé et du développement social, à travers la Fondation pour la solidarité, offre des kits scolaires, des vivres et des médicaments à certaines familles des forces de défense et de sécurité. Cet événement qui incarne les valeurs fondamentales de solidarité et de soutien mutuel. Je vous invite à profiter de cette cérémonie de remise de dons qui n'est pas seulement un geste de générosité, mais aussi un témoignage de reconnaissance envers nos vaillants agents des forces de sécurité et de défense. La présente journée de la Fondation pour la solidarité s'inscrit en droite ligne avec la vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, qu'aucun sacrifice ne sera vain. J'invite chacun et chacune à plus de solidarité en faveur de nos forces de défense et de sécurité, en reconnaissance du sacrifice ultime. Cette action humanitaire et de solidarité à l'endroit de certaines familles militaires consiste à accompagner le service social des armées dans l'atteinte de ses missions. La donation de cet après-midi n'est pas une première du genre du ministère de la Santé et du Développement social à travers la Fondation pour la solidarité. Votre donation de cet après-midi vient à point nommé et soulagera sans nul doute ces nombreuses familles de nos compagnons d'armes, morts pour la défense de l'intégrité territoriale de notre cher pays. Et c'est dans une ambiance festive que les différents kits ont été distribués aux familles concernées. Parlons à présent de cette conférence organisée par l'Amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEM. Plusieurs sujets ont été abordés, dont l'insécurité en milieu universitaire. Mamadou Fane. L'Amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEM, face à la presse pour évoquer les grandes questions de la vie de la nation. Première préoccupation de l'AMSUNEM au cours de cette conférence de presse, la situation géopolitique sécuritaire dans le pays et celle en milieu scolaire. Pour le secrétaire général de l'AMSUNEM, l'attaque du bateau est une situation inadmissible et chaque citoyen doit contribuer à la paix et à la sécurité dans ce pays. Des étudiants encore avec des pistolets, malgré les efforts que l'État a fournis, malgré nos différentes médiations, malgré notre insistance à maintenir l'AM en tant qu'association estudiantine, nous avons dit qu'il est grand temps qu'on puisse mettre fin à cela. C'est impensable que des gens se réclament, que des gens revendiquent ces attaques barbares et sauvages contre des innocents, des populations innocentes et surtout des femmes et des enfants. S'agissant du report du calendrier des élections, le secrétaire général de l'AMSUNEM estime qu'il ne peut y avoir d'élections sans le retour total de la sécurité dans le pays. L'AMSUNEM félicite cette décision courageuse, salutaire. Tous ceux qui réclament aujourd'hui les élections à cœur peuvent-ils aller faire des pré-campagnes chez eux, dans leur village d'origine, dans leur hameau? Je ne crois pas. Le bureau de l'AMSUNEM a salué la création de l'Alliance des États du Sahel. L'Amicale estime que cette organisation va beaucoup contribuer au retour de la paix et de la stabilité dans les 3 pays membres. Les leaders du mouvement Yerewolo debout sur les remparts étaient également face à la presse. Objectif rappeler la détermination du mouvement à soutenir les femmes et les autorités de la transition. Ibrahim Kaoukonate. Réaffirmer le soutien aux forces armées et de sécurité ainsi qu'aux autorités de la transition et appel à l'union sacrée autour de notre pays, tels sont les objectifs de ce point de presse. Ce point de presse, animé par les responsables de Yerewolo debout sur les remparts. Pour appeler les Maliens de l'intérieur comme de la diaspora, du nord jusqu'au sud, vraiment à l'union sacrée. Ce n'est plus une question de foi pour nous Maliens aujourd'hui de se tenir
droit derrière vraiment nos forces de défense et de sécurité. Ce n'est plus un choix vraiment de soutenir ces vaillants hommes aujourd'hui, ces vaillants soldats qui se battent nuit et jour contre les ennemis, contre les impérialistes, afin vraiment de nous ramener l'intégrité de notre territoire, afin de nous ramener la stabilité, afin de nous ramener vraiment la paix tant recherchée. Tour à tour, les coordinateurs du mouvement des différentes communes se sont succédés sur la tribune pour véhiculer des messages de sensibilisation et de mobilisation autour de nos femmes. Nous pensons que si l'armée malienne est à la quête vraiment de ses bases, tous ceux qui vont se mettre en travers seront considérés comme des ennemis, et rien que des ennemis. Rien que des ennemis. Au cours de cette conférence, Yerawolo Debout a salué les résultats engrangés sur le terrain par nos femmes, avant d'inviter la population à rester mobilisée pour la victoire finale. Le Conseil national de transition a adopté lundi dernier la charte du Liptako gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel par 140 voix pour et aucune voix contre. Un vote massif qui témoigne de la pleine adhésion des membres du CNT à cette alliance entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les trois pays sont engagés à fonder une architecture de défense collective. Pour parler des contours de cette charte, notre invité de la semaine est Boubacar Sidiki Koné. Il est le président de la Commission des affaires étrangères des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine du Conseil national de transition. Je vous propose un extrait de cet entretien réalisé par Sidiki Dambélé. Chaque pays a ses hommes, mais aussi leurs outils de défense. Donc si nous mutualisons les efforts, ça nous permet, et puis s'il y a les missions conjointes, ça permet de faire face à ces menaces-là. Les terroristes peuvent commettre des actes ici au Mali et aller se réfugier ailleurs. Mais s'il y a cette alliance entre nous, il n'est plus question de commettre une infraction sur un de ces trois territoires-là et d'aller se réfugier de l'autre côté. Étant entendu que cet espace formé par les trois États-là constitue à peu près 40% du territoire de la CEDEAO. Alors, mutualiser les efforts en vue d'apporter des réponses communes aux défis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les soldats burkinabés peuvent venir combattre sur le territoire malien, les soldats maliens peuvent aller combattre au Niger et vice-versa. Ils ont commencé par ce qu'on appelle le droit de poursuite. Par exemple, un terroriste qui commet une infraction sur le territoire malien, l'armée malienne peut le poursuivre jusqu'au niveau de l'autre territoire, c'est-à-dire le territoire nigérien par exemple. Voilà l'intégralité de cet entretien à suivre après ce journal. Un mot de sport. Les Aigles du Mali en route pour la CAN 2023 se produiront ce vendredi à 19h au stade du 26 mars face au Ouganda. Occasion pour le sélectionneur Eric Sekouchel de tester d'autres automatismes. Notre reporter Sila Katosisi a suivi la dernière séance d'entraînement des Aigles. Course et passe au petit trou. Échange de ballons. Accélération, opposition séquencée. Les Aigles du Mali montent en régime en vue du duel physique contre les Cranes de l'Ouganda ce vendredi. C'est la 5e fois dans l'histoire que les deux formations se croisent. Pour cette explication, les Aigles seront privés de 3 éléments pour cause de blessure. Yves Bissouma, Moussa Djenepo et Cheikh Oumar Doukouré. Avec les voyages pour arriver à Bamako, pour les joueurs, c'est pas facile pour eux. Donc c'est vrai que c'est impactant et c'est peut-être aussi ce qui explique toutes ces blessures. Le football, c'est comme ça. Il y a des périodes où on a beaucoup de blessés. Il faut savoir s'adapter, encore une fois, innover, faire preuve de bon sens et aussi, de temps en temps, faire preuve de risque. Les Ougandais sont arrivés à Bamako avec une équipe rajeunie, mais aux dents longues. Ils respectent le Mali. Le Mali a une très bonne équipe. Et ils ont des professionnels qui jouent dans des grands clubs. Mais ils savent que c'est vraiment un match qui sera très alléchant. Le test amical face à l'Ouganda sera scruté à la loupe par le staff technique. Le public attendra des Aigles du Mali un visage différent de celui affiché en septembre dernier à Abidjan
devant les éléphants de Côte d'Ivoire. CAN Côte d'Ivoire 2023, le tirage au sort de la phase de groupe a eu lieu ce soir à Abidjan. Les Aigles du Mali héritent du groupe E en compagnie de la Tunisie, l'Afrique du Sud et la Namibie. Cette poule sera basée à Korogo. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, est dans la poule A avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Le détenteur de la dernière édition, le Sénégal, figure dans la poule C avec la Gambie, la Guinée, le Cameroun. La Tanzanie, bien sûr, figure le groupe D, l'Angola, la Mauritanie, le Burkina Faso et l'Algérie. La Tanzanie, la Zambie, la République démocratique du Congo et le Maroc forment le groupe F. Le match d'ouverture opposera la Côte d'Ivoire à la Guinée et Bissau. Une grande pensée pour nos forces armées qui se battent au quotidien pour assurer la sécurité sur tout le territoire national. En guise de soutien, après le RTM, l'agence de communication DEFA et la DIRPA viennent d'élaborer un clip vidéo. La production met en évidence la bravoure, la détermination et l'engagement des femmes que vous trouverez dans nos programmes. Mais déjà, nous vous proposons un avant-goût. Fama! Les FAMA, les forces armées maliennes, vaillantes armées de mon pays, protectrices de ma nation. C'est par toi que le Mali tient encore debout, que le Mali tient toujours, en première ligne de la protection et de la défense des intérêts nationaux ainsi que l'intégrité territoriale de mon pays, le Mali. FAMA, fille du Mali pluriel. Chaque jour à nos côtés, tu es tantôt notre frère, notre fils, notre époux, notre cousin à plaisanterie, notre beau-frère ou simplement nous-mêmes. Fama, place toujours la mission au-dessus de tout. N'accepte jamais la défaite, n'abandonne jamais. Ton histoire, notre histoire, tes batailles, tes victoires, tes pertes, notre histoire. Tes prouesses font notre fierté, ta présence notre réconfort. Hommes et femmes, loyaux, engagés, courageux, fièrement dotés de nos attributs de souveraineté et des moyens de notre force. Avions de combat, hélicoptères, blindés de dernière génération. Alors, pensez-vous vraiment connaître notre force? J'en suis pas si sûr. Notre force, ce sont nos hommes et femmes, nos soldats. L'esprit qui anime nos soldats, la passion qui les unit, l'amour du Mali qui les pousse au sacrifice ultime. Toutes ces valeurs qu'on leur inculque dès le recrutement jusqu'à la formation au centre d'instruction et que l'expérience des combats vient parfaire. Les femmes, les forces armées du Mali, symbole de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Savant mélange des ethnies et des religions de nos valeureux ancêtres, Soundiata Keïta, Kanko Moussa Keïta, Soni Alibert, Askia Mohamed Touré, Biton Koulibaly, Sekou Amadou, El Hadj Oumar Tall, Samori Touré, Mamadou Lamine Dramé, Tcheba et Babemba Traoré, Koumi Diosé Traoré, Fireoun Ag Al-Insar, les femmes, sentinelles qui veillent de Kaï à Menaka, de Sikasso à Taoudeni, pour que vous puissiez vivre paisiblement partout où vous vous trouvez. Fama, ultime rempart de protection de nos vaillantes populations qui n'aspirent qu'à la paix, dans le sanctuaire laissé par nos ancêtres, à sécuriser et à défendre. Fama, notre force, notre espoir. Là où on menace un enseignant, sécurise. Là où il manque une maison ou un pont, construit.
Là où il n'y a pas de médecin, soigne. Quand menace la faim et la famine, partage ta ration. À tous les prix, accomplis ta mission, protégé tel que juré de le faire jusqu'au sacrifice ultime. FAMA, Forces armées du Mali, bouclier du Mali, raison d'être. Protéger le Mali. À retrouver désormais dans nos programmes ces productions de l'agence de communication DEFA et la DIRPA. Dans FAMA Actu, ce message, conformément au calendrier fixé, les FAMA continuent leur progression pour prendre possession des emprises de la MINUSMA. Les FAMA tiennent à rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et réaffirment leur engagement envers la protection des droits humains. Notre objectif principal est de préserver l'intégrité territoriale de notre pays, le Mali. Les opérations actuelles des FAMA ciblent spécifiquement les positions ennemies qui entravent le bon déroulement de cette mission régalienne. Nous appelons donc tous nos concitoyens à plus de vigilance et à rester sereins, unis. Nous vaincrons. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.